Bonjour, ici la plume pour limpers.com. Je vais enregistrer aujourd'hui ma première vidéo, donc je vais en profiter tout de suite pour vous dire à quel point je suis heureux et fier d'appartenir à la communauté Limpers en tant que coach et aussi très motivé à l'idée de participer à ce projet. C'est pour ça que j'attends aussi de votre part beaucoup de retours et de demandes. Notamment sur le forum, il y a un espace dédié à ça. J'y suis déjà passé d'ailleurs et j'ai pu voir qu'il y avait quelques demandes pour avoir des vidéos en low stake. Donc je vais voir ce qu'il est possible de faire dans un premier temps, à quel niveau on peut faire les vidéos. Et si c'est utile jusqu'à quel niveau c'est utile de le faire, hein, parce qu'évidemment, euh, que ce soit je vais prendre un exemple, en NL50 ou en NL10, est-ce qu'il y a vraiment une grosse différence? Moi, je pense pas. Les réflexions sont à peu près les mêmes. Mais s'il y a pas mal de demandes et que ça peut apporter quelque chose, pourquoi pas, je suis prêt à le faire, donc je vais en discuter. Sinon, j'ai vu aussi qu'il y avait des demandes pour avoir des vidéos filmées en live. Euh, donc ça, il n'y a pas de souci, je vais en faire. Je vous expliquerai ce qu'il faudra en attendre. C'est absolument pas la même chose qu'une session commentée a posteriori, mais ça peut être très intéressant. Voilà, sur ce, je vais commencer donc ma vidéo. J'ai décidé de la faire en NL100. C'est une limite intermédiaire sur 4 tables sur le réseau d'Everest via le site BetClick. Donc on va commencer. On va pouvoir tout de suite remarquer qu'à la table, on va avoir plusieurs profils. Des profils de réguliers assez agressifs, des réguliers qui sont assez nits et qui doivent multitabler, et pas mal de joueurs récréatifs qui vont voir beaucoup de flops. Euh, donc voilà, on va commencer. Je voudrais déjà tout de suite parler de ce 10 et 6, qui est à mon avis une main qu'on va pouvoir ouvrir assez souvent, qui doit être à la limite de ce qu'on va fold. Moins on aura d'infos sur les joueurs en big blind, moins on va l'ouvrir. Plus on en aura, plus ça sera facile d'ouvrir. C'est un 3 gapper, ce qui fait que j'hésite en fait entre l'open et le fold. Clairement, 10 et 7, j'aurais ouvert. Et Valet 7, j'aurais ouvert aussi. Donc c'est la limite. Là, comme c'est mon début de session, même si j'ai joué un peu avant, j'ai décidé de le fold, hein. Mais ça peut s'ouvrir, il n'y a aucun souci. Donc on va attaquer avec la paire de 6 que je vais ouvrir à 3 blindes. C'est mon standard, hein, ouverture à 3 blindes de toutes les positions. Et je vais faire 2 blindes et demi au bouton et descendre à 2 blindes si les gens dans les blindes sont agressifs en 3 bêtes. Ce qui pourra me permettre en fait de défendre un peu plus. Donc on a Asix dans les blindes qui défend, la peste aussi. Et on va se retrouver confronté à un donc bête. Donc là on peut pas faire grand chose, surtout sans info. Il n'y a pas grand chose d'autre à faire que de fold. 4 et 2, on va fold. Paire de 4 en bas à gauche. On va open. Et on va se retrouver en tête à tête contre Stu Hangar 31,
qui est un joueur qui aime bien aller voir beaucoup de flops. Donc là, on se retrouve en fait sur un flop valet 8-5 et on a le choix entre faire un continuation bet ou ne pas le faire. Les points qui nous pousseraient à pas faire notre continuation bet, c'est le fait qu'on pourrait lui faire bet tous ses R. Euh, on check, il bet tous ses R, on colle. Mais ça, c'est à une seule condition, c'est que le joueur soit pas du tout agressif ensuite à la turn et à la river et qu'on puisse aller voir beaucoup de showdown de main combat contre des joueurs assez agressifs. Si on décide ici de ne pas continuation bet, ça sera pour folder assez souvent. À savoir que c'est pas horrible de check fold ici, on n'est pas obligé de gagner tous les pots et surtout il faut anticiper le fait que le pot peut être difficile à jouer et si on estime que ça sera trop dur à ce moment-là, on check fold sans problème. Maintenant, on peut aussi continuation bet, tout simplement pour éviter de se faire bluff au flop par toutes les mains qui auraient miss et qui vont nous barrel à la turn. Euh, et on pourrait aussi miser pour en fait bluffer toutes ces pockets qui vont pocket 6, pocket 7. euh, Il n'y en a pas énormément, mais ça fait quand même quelques pockets qu'on pourrait bluff. Mais surtout, on va pouvoir bluff la paire de 5 splittée ou la paire de 8 splittée, c'est-à-dire s'il a touché son 8 ou son 5, en prévoyant un plan à la turn en fait. Ici, on va pouvoir barrel à la turn clairement tous les as, tous les rois, toutes les dames, dans l'idée de lui faire fold un 8, un 5. Euh, et on a quelques cartes aussi qui vont nous empêcher de barrel, les cartes qui vont être assez connectées à valet, 8 et 5. Donc en gros, si on continuation bet ici, c'est pour lui faire fold toutes les mains qui vont nous embêter si on check et lui faire fold à la turn les 8 et les 5. Donc on va continuation bet. En plus, je pourrais rajouter que dans une dynamique de début de session, quand la décision entre faire continuation bet est assez close, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de paramètres pour et beaucoup de contre, on ne sait pas trop. J'aime bien garder une dynamique agressive et donc moi garder surtout mettre une dynamique agressive dès le début et donc faire le continuation bet plutôt que de ne pas le faire. Ici, le 10 de pique tombe. C'est une carte assez difficile à seconde barrel, tout simplement parce que là, il peut avoir une paire et gutshot avec 8 et 9. Avec 8 et 9, il aurait open-ended. S'il a 7-8, il a une paire, une gutshot. S'il avait 10 et 9 en tirage, maintenant il a une paire et toujours son tirage quinte par les deux bouts. Moi, c'est une carte qu'on peut absolument pas barrel. Et on va devoir check fold ici. Donc voilà, il mise 5 dans 15. Ce qui nous permet de faire une première approche au niveau des prises de notes. Euh, on va clairement prendre des notes quand on voit des showdowns, on voit la main de notre adversaire, mais il est intéressant aussi de prendre des notes pour avoir des pistes de recherche pour plus tard. C'est-à-dire qu'ici, il flotte, c'est-à-dire qu'il nous colle notre continuation bet, et il mise à la turn en misant un tire-pot. On prend la note et plus tard, après la session, on peut aller rechercher toutes les mains de ce joueur. Euh, Plein de mains qu'on aurait sûrement ratées quand il joue contre d'autres joueurs et essayer de voir si c'est une situation qui se reproduit souvent et s'il y a des showdowns qui ont été vus. Donc c'est intéressant aussi dans les prises de notes d'aller prendre des pistes de recherche, même si on ne voit pas la main adverse, surtout sur des plays qui sortent de l'ordinaire. Ici, miser un tiers-pot, c'est pas ordinaire, il faut le noter. Donc on va continuer. J'aimerais d'abord même revenir, je vais revenir sur la paire de 2.
qui se trouve ici. Donc je l'ai ouvert, c'est normal. Je suis collé par Stu Hangar qu'on retrouve ici, qui est très short stack sur cette table, et par la small blind. Ici, le flop Roi Valet 6 est un flop vraiment embêtant, même s'il y a le Roi, qui serait une très bonne carte à continuation bet. La présence du Valet, qui est connecté au Roi, et le tirage couleur rend ce flop drawy en fait. Et il n'y a pas vraiment grand chose à faire que de check. Donc c'est ce qu'on va faire. Et on va voir que FCG Man, Max Guard va barrel assez, va CB assez fort et payé par FCG Man. Donc ça conforte en plus notre fold, hein. On était battu partout ici. En bas à gauche, on a As-Roi. On se retrouve dans une situation de 3 bêtes évidente. Mais il faut bien se rendre compte ici des dynamiques qui vont être instaurées par les joueurs récréatifs de la table. Ici, Ricardinho n'a pas limpé. Il est venu, il a posté sa blinde. Mais que ça soit donc un poste de blinde comme ça, ou que ça soit un limp, ça va produire des dynamiques où les réguliers des tables vont isoler. C'est-à-dire qu'ici, Ino Aino va isoler la blinde de Ricardinho avec une range très large, ce qui pourrait en fait nous permettre de 3 bêtes nous-mêmes avec une range très large. Bon, ici j'ai As-Roi, donc le 3 bêtes est évident. Mais il faut quand même bien se rendre compte que l'action aux tables vient aussi beaucoup des joueurs réguliers et de leur play. Si je reviens aux prises de notes, je profite du limp pour vous indiquer qu'il est très important de prendre les notes sur les ranges de limp des joueurs, savoir de quelle position est limp et avec quelle main. Donc ça, il faut aller voir les showdowns et à chaque fois qu'on voit une main, la rentrer dans nos notes. C'est assez important parce qu'en fait, ce sont des joueurs qu'on va jouer très souvent, puisqu'on va les isoler et connaître vraiment leur range euh, de limp, ça va nous donner une indication importante. Ici, en bas à droite, j'ai open 6 et 7, ce qui est clairement une erreur. J'ai pas vu la taille du tapis de Stuangar. C'est non seulement une erreur par rapport à la taille de son tapis, mais aussi une erreur par rapport à ses tendances pré-flop, c'est-à-dire qu'il va avoir énormément de flops. Et dans ce cas-là, je vais clairement favoriser les mains à grosses cartes. Euh, tout ce qui est Broadway, je vais l'ouvrir sans problème. Les paires, je vais les ouvrir, mais je vais pas m'amuser à ouvrir des cartes assez basses. Même, bon, si elles sont suitées, ça peut aider, mais si elles sont trop basses, c'est pas vraiment intéressant, hein. Surtout les joueurs qui vont en plus vous coller beaucoup de flops, ça va être assez dur de les jouer. Autant partir avec des ranges qui dominent leur range de défense. Euh, donc il va rien se passer d'intéressant. Je crois que je vais continuation bet et que le coup va s'arrêter parce qu'il va relancer, je pense. Non, il colle et j'abandonne le coup. Euh, je vais revenir en haut à gauche. J'attends juste que le coup se termine. Voilà, il avait valet 8. Pour revenir sur le 10 et 9 en haut à gauche,
Donc j'ai relancé à 3 blindes et j'ai hold up 31 qui va défendre. Alors ici, clairement, on a typiquement le type de main qui va nous permettre de continuation bet et d'avoir un plan dans la main très facile, puisqu'on a une telle équité avec un tirage quinte par les deux bouts et deux overcards, le 10 et le 9, qu'on va pouvoir continuation bet et deuxième barrel une tonne de turns, euh, y compris des turns qui ne pourraient pas, qui pourraient, dans un sens par exemple, si le 4 double, c'est pas forcément une bonne carte à double barrel, mais contre ce type de joueur qui va avoir beaucoup de flops, euh, on a une folle d'équité qui est pas négligeable. Et deux, l'équité de notre main euh, n'a pas besoin de trouver une folle d'équité très forte en face. J'entends par là que même s'il fold rarement, c'est pas grave. On va souvent pouvoir s'améliorer dans la main. Et deuxièmement, on a envie de construire un pot beaucoup plus grand. euh, en cas de touchette river, parce que contre ce genre de joueur, on sait qu'on a pas mal de value à prendre river si on touche. Et donc ça serait dommage en fait de checker le turn et de laisser le pot tout petit, euh, alors qu'on pourrait se faire payer très facilement river. Ce qui va nous amener aussi au play river, on peut déjà y penser. Euh, Quand on n'a aucune information, tout ce qui va être bluff en 3 barrels va être très difficile. Maintenant, à partir du moment où on a pris des notes, et sur le joueur, qu'on sait quelles sont ses tendances, est-ce qu'il va souvent coller 2, 3 barrels, est-ce qu'il joue ses nuts, c'est-à-dire un brelan de 8, un brelan de 7, un brelan de 4, très agressivement, que ça soit au flop ou au turn. Si c'est quelqu'un qui agresse ses nuts, à partir du moment où il a juste collé 2 fois, on sait qu'il a des mains assez faibles. Et si on a des cartes intéressantes, turn et river, genre un as, un roi qui sort, c'est très intéressant de les bluffer. On pourra aussi, dans les infos importantes pour notre plan pour 3 barrels, les timings de call, c'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui vont prendre beaucoup de temps avec des bonnes mains et qui vont coller très rapidement avec des mains très moyennes. Imaginant qu'il est 4 et 5 ici, il va snap call, turn, flop et turn et fold river. Donc c'est important aussi de prendre des notes sur les timing tells des joueurs, savoir à quelle vitesse ils collent leur bon jeu ou leur mauvais jeu et de la manière dont ils les jouent. Bon, clairement ici, hein, on n'a pas assez d'infos à mon avis pour prévoir un 3 barrels dans la main. Mais en tout cas, le continuation belt et le deuxième barrel, c'est 100% ici. Bon, il fold tout de suite. Ici, on a As-7 de pique, c'est une belle main, mais le joueur relance très très peu et pas KV max, donc c'est un fold. Euh, 7 et 3, même si Capone fold, open, je veux dire, fold, c'est pas une bonne idée de l'ouvrir au bouton contre Stuangar qui défend beaucoup. La même chose hein, que ce que je vous ai raconté tout à l'heure contre lui en small blind. C'est transposable au bouton. Roi 6, par contre, c'est un open au bouton. Roi 8, on peut l'open ou on peut le fold. Là, c'est assez close, c'est-à-dire que les deux décisions se valent. Roi 9 en bas à gauche de carreau, c'est un open.
On ouvre et on va être collé par Stuangard, ce qui n'est absolument pas surprenant. Et de nouveau, on se retrouve sur un énorme flop pour notre main, c'est-à-dire qu'on a tirage couleur et deux overcards, le 9 et le roi. Clairement, la même situation qu'avec le 10 et 9. La main est tellement forte et a besoin de pas besoin d'énormément de fold d'équité que l'on va barrel flop, turn et la river. Je ne vais pas réexpliquer la même chose que tout à l'heure, il faut des infos pour le faire. Mais clairement, on est content de construire le pot et on sait qu'on va souvent ne pas aller jusqu'à la river et gagner le pot aussi. Donc il colle, là c'est une très bonne carte à second barrel de toute façon. Voilà, vous remarquerez, là on a pu le voir que au niveau des timing tell, je suis assez attentif à ceux que je produis aussi. Soyez attentifs aux vôtres si vous êtes attentif à ceux de vos adversaires. Il est important de prendre son temps, euh, que l'on relance ou que l'on colle. Ou que, voilà, ici je bête, j'ai mis ma mise de 10, mais j'ai pris quand même mon temps avant de bête. Il n'y a aucune précipitation à avoir qui pourrait donner d'infos aux joueurs. Donc prenez votre temps, il n'y a pas de précipitation à avoir. Je vais revenir sur la main en haut à gauche, en haut à droite, pardon. On a Dame Valet. Voilà. Donc Dame Valet, j'open. Une main qui va très bien se comporter contre la range de défense de la peste en plus. Bon, je me retrouve dans un pot avec Dams qui a un profil assez neat et Inoino le régular assez loose. Bon, clairement, c'est un très bon flop à continuation bet. Il y a un roi qui est dans notre range très souvent. Il n'y a aucun tirage. Euh, et avec la doublette du 5, ça réduit les possibilités qu'un joueur ait touché quelque chose. Donc on va continuation bet 100% ici. Au niveau de notre plan pour la turn, euh, ça dépendra vraiment des tendances de notre adversaire. Si c'est un joueur qui lâche pas facilement dans les pots, on pourra deux barrels avec l'idée de faire folder toutes les pockets entre le 6 et le 10. Et voilà, donc savoir que même si le pot est en 3 way, c'est-à-dire qu'on a deux adversaires, hein, n'hésitez pas à continuation bet des flops aussi dry. Et ça passe. Donc, pas grand-chose. Si on va le 10 C9 suité, on va l'open à gauche. C'est normal. Et on va arriver sur la main sur le 9 et 6 suité. Euh, une main hors position que je ne vais jamais coller. Euh, ne vous amusez pas à aller voir les flops, même en 3 way avec une telle main, ça va tellement rater les flops qu'il n'y a aucun intérêt. Si c'était 9 et 8, 10 et 9, on pourrait aller le voir, même hors position, si on estime que le joueur, que dans la main en plus il y a un joueur récréatif, c'est assez intéressant d'aller le voir. Ici 9 et 6, il y a trop de gapeur, il y a trop d'espace entre le 9 et le 6 pour que ça soit intéressant. Donc on se retrouve à avoir deux décisions, soit on fold, soit on squeeze. Le squeeze a un intérêt, c'est que Inoino ouvre beaucoup de mains. K6, lui, va en coller beaucoup derrière. Donc le move a un intérêt déjà pré-flop.
Ensuite, je pense pas qu'Inoino va coller beaucoup. Il va surtout relancer ou folder. As-6 peut défendre, mais on sait qu'il va aller souvent voir le flop et fit or fold. C'est-à-dire que soit il a touché, il restera dans le coup, soit il n'a pas touché, ce qui va se passer souvent, et il passera sur notre continuation bet. Euh, à savoir ici qu'en plus c'est mon premier squeeze, donc j'espère avoir au niveau de l'image pas mal de fold d'équité et que dans les prochains spots qui seront à peu près similaires, je pourrai ouvrir ma range de 3 bêtes, mais en value. C'est-à-dire que j'espère qu'A6 va défendre un peu plus large et donc je pourrais me permettre de faire ça avec pourquoi pas Roi-Dame, Roi-Valet, As-Valet, voilà, des mains qui domineront typiquement la range de défense d'A6. Donc je vais squeeze. Et ça va gagner le pot. Donc on va passer tout de suite à la main en haut à gauche. Mon 10 et 9 que je parlais tout à l'heure. En fait, hold up 31 défense, je me retrouve avec deuxième paire. Donc pareil, la question vient continuation bet ou pas et quel est notre plan dans la main. Si le flop avait été beaucoup moins drawy, c'est-à-dire ici il y a tirage cœur, le roi, le 10, le 7 qui sont très connectés. J'aurais pu checker pour laisser en fait hold up miser à la turn avec ses R et, et donc justement récupérer un peu de value. Ici c'est tellement connecté, tellement drawy qu'il y a quand même beaucoup de mains qu'on bat qui vont nous payer. Donc clairement ici c'est un continuation bet. Euh, Après, au niveau de la turn, on avisera suivant les turns qui tomberont. On pourra se permettre de checker et pourquoi pas de coller une mise de hold-up qui pourrait miser avec beaucoup de draws ratés. Donc je décide de faire un continuation bet et là je vais me retrouver confronté à une surrelance, à un min raise légèrement au-dessus. Donc là je voudrais arriver sur un point. Clairement ici, je peux être très suspicieux de ce min raise, mais il y a une autre info importante, c'est que justement, je n'ai pas d'infos sur le joueur. Et dans ce cas-là, il y a beaucoup de joueurs qui pourraient faire ça avec le roi, qui pourraient faire ça avec des nuts, avec pourquoi pas roi 10, 17, 7, 7 ou 10, 10. Mais aussi tirage. Mais comme j'ai aucune info en plus des tendances qu'il peut avoir à la turn et à la river, je vais décider de fold et d'attendre de le voir refaire plusieurs fois ce move pour prendre des décisions. Alors clairement, on pourrait pourquoi pas payer les 4,50€ dans un pot qui fait 18 en espérant que derrière il check jusqu'au bout, ce qui me permettrait de voir sa main, ce qui... Bon, j'ai décidé de folder par manque d'infos. Mais dans les prises de notes, on peut noter ce genre de move et être attentif quand il va le reproduire. Parce qu'il faut bien comprendre, je vais continuer là-dessus, que je suis pas exploitable si je fold ici, parce qu'en fait je fold uniquement parce que c'est la première fois que je le vois faire ça. Euh, on peut être exploitable clairement si à chaque fois qu'on a deuxième paire et qu'on est raise aussi petit, on fold, c'est très exploitable sur le long terme. Euh, Là clairement, c'est uniquement parce que c'est la première fois qu'il le fait que je vais lui donner du crédit. Mais je garde en mémoire son move et on verra un peu plus tard. Je vais parler du. Donc je vais revenir en bas à gauche sur le As-9.
Je me retrouve face à un limp de Ricardinho, ce qui n'est pas surprenant. Je décide de relancer pour value et je me retrouve sur un flop Dame 17, donc clairement je vais bet, faire un continuation bet, espérer gagner le pot assez souvent, juste comme ça. Euh, mais là, il y a quasiment aucune turn que je vais second barrel euh, contre ce genre de joueur. C'est assez sec comme board et je vais être très embêté. Voilà, surtout un 2, clairement une carte qui change absolument rien. Il n'y a vraiment pas de raison de rentrer dans un bluff insensé. Donc je check. Et là, on va revenir de nouveau sur notre prise de notes. Donc il nous fait un floating, avec une main ou pas, hein, je parle du float, c'est dans le sens il colle notre continuation bet. Et turn, c'est intéressant parce qu'il pote. Et même si là je vais pas voir sa main, c'est intéressant que je prenne la note et que je revienne un peu plus tard pour voir avec quel genre de main il fait ça. Alors tout de suite, j'aimerais quand même vous dire, perdez pas de temps à faire des recherches contre des joueurs que vous ne voyez quasiment jamais. Euh, Clairement, bon là je connais pas la limite, je connais pas les joueurs. Si c'est un joueur nouveau qui vient, pas KV max, clairement perdez pas trop de temps, il va pas rester longtemps. Mettez quelques petites notes, mais n'allez pas faire forcément des recherches poussées après votre session. Ça serait un peu de perte de temps. Maintenant, il y a des joueurs récréatifs que vous allez voir très souvent quand même aux tables. Cela, ça sera vraiment intéressant, hein. Donc attendez aussi un peu de savoir si le joueur, vous le revoyez, ou vous êtes susceptible de le revoir. On va parler du valet 9 de trèfle en bas à droite. Une main qui va être très intéressante parce que difficile à jouer en fait. J'ai valet 9 contre un limp, donc je relance. Je suis payé et je me retrouve avec deuxième paire sur un board très drawy. Donc là, je pourrais me permettre de check pour le laisser miser. Il pourrait miser tous ses draws, tous ses airs de check call. Le problème, c'est que j'ai aucune idée non plus de ses tendances, à savoir, a priori sur 32 mains, il a une agression de 2,7, ce qui n'est pas négligeable. Ce qui pourrait essayer de me virer de la main, sachant que j'aurais pas une main très forte si je check call ce genre de board. Euh, donc je vais décider en fait de faire un continuation bet parce que je pense encore avoir de la value sur des 8, sur des tirages cœur, sur des 9 moins bien kickés, 9-10 par exemple, 9-7. Et puis je vais aussi lui faire fold des mains sur lesquelles des mains que je bats déjà, mais si je check et qu'il est bête, je vais me retrouver vraiment en difficulté contre des mains qui auraient totalement raté le board. Imaginons qu'il est 4 et 5 par exemple et qu'il décide de se mettre à bluff, je vais être bien embêté à rentrer en mode check call. Donc je bet, il me call, doublette du 8, je décide de check. Il va check assez rapidement. Et ici, j'ai les cœurs en plus qui tombent, donc il n'y a pas grand chose à faire que de checker. Et voilà, et on voit qu'il a roi-dame. Donc là, on voit la main finale. Encore une note intéressante à prendre, puisqu'il nous colle nos continuation bet avec top pair, ce qui est complètement standard. Mais turn, à partir du moment où j'ai checké sur la doublette du 8, il ne mise pas en value. Là, c'est pas standard, donc il faudra voir quel genre de main il va miser. S'il mise pas ça, qu'est-ce qu'il mise? Et River, quand j'ai checké de nouveau, encore une fois, il refuse de bet. C'est assez surprenant.
Donc ça pourrait être intéressant si ce genre de joueur mise pas ce genre de main, quand il va se mettre à miser, il sera quand même beaucoup en bluff ou en value de nuts. Et donc, résultat, comme on a beaucoup plus souvent de bluff que de grosses mains faites, ça pourrait être intéressant de coller ses mains. Je vais revenir sur la paire d'As en bas à gauche. Donc on a un open de Stu Hangar qui open quand même assez souvent. 3 bêtes d'Ignogno qui va value better en fait Stu Hangar. Et là j'ai la paire d'As, donc évidemment c'est un... Ben, évidemment non. Ici clairement on peut soit 4 bêtes, soit call pour en fait que Stu Hangar, le joueur récréatif, vienne dans la main. Ça serait vraiment intéressant. Alors oui, je slow play les as pré-flop, c'est faut pas après s'étonner de perdre de gros pots, c'est des choses qui arrivent. Maintenant, il y a vraiment tellement de value à emmener Stu Hangar dans le pot euh, que je pense que le call a vraiment pas mal de raisons d'être. Je pense ici que mon 4 bet est dû aussi beaucoup à la main qui se trouve en bas à droite. Une main assez difficile à jouer et j'ai pas été assez attentif de qui se trouvait en fait dans la main. Donc je 4 bet et je vais en fait me retrouver à provoquer un shove d'Inoino qui a paire de 6. Alors ici, ça va me permettre de parler un peu des dynamiques. Ici, son move, à première vue, je suis un régular. Il sait que je suis capable ici de faire un bluff, sachant qu'il va quand même isoler Stu Hangar, certes en value, mais il va l'isoler avec une range assez large de value. Donc je peux moi essayer de voler le pot assez souvent aussi en surrelançant. Et ce qu'il a en tête, c'est qu'avant la session, on a quand même eu quelques combats dans des pots 3 bêtes assez importants. Le problème, c'est qu'il faut absolument que vous détachiez chaque move d'un joueur. C'est-à-dire un joueur qui va dans un pot 3 bêtes faire un move, va pas forcément le faire dans un pot non 3 bt. Un joueur qui va être très agressif au flop ne va pas être forcément très agressif à la river. Donc ici, j'ai été agressif dans des pots 3 bêtes, mais je n'ai absolument jamais fait de 4 bêtes. C'est mon tout premier 4 bêtes de la session. Euh, et clairement, il n'y avait aucune raison pour qu'il push sa paire de 6 ici. Il s'est un peu level en fait, il s'est un peu fait des fausses idées, on va dire, par rapport à ce qui s'est passé avant, mais c'était pas du tout les mêmes situations. On va revenir sur le As-Roi en haut à gauche. Donc on est UTG, c'est un open. Bustafrog va défendre. On se retrouve sur un flop Dame 9-5. Clairement l'utilité du continuation bet ici. Euh, on pourrait avoir comme idée de faire folder une paire de 2, paire de 3, paire de 4, paire de 6, paire de 7, paire de 8. Pas sûr qu'il les fold, mais bon, logiquement, il devrait les folder. Ça va pas être évident contre UTG de continuer à jouer. Je décide de faire mon continuation bet. Et là, je me retrouve en fait payé. Et là, on a une carte clairement qui change rien. Donc sur Dame 9-5, s'il nous a payé, il va quand même grandement nous payer avec ce 4. Il n'y a pas beaucoup de mains euh, qui vont folder. Donc je décide de checker le pot.
J'hésite à faire un deuxième barrel juste par rapport à l'image, au fait que je sois UTG. Et mais bon, ce joueur-là vient d'arriver à la table, il me connaît pas, je le connais pas. Il n'y a aucune raison de commencer à rentrer dans des bluffs sans information, hein. Prenez bien ça gardez bien ça en tête, hein. Tous les bluffs que vous pourriez monter, il n'y a pas de souci, on peut faire beaucoup de choses, mais on a besoin de beaucoup d'informations sur les adversaires pour que ça soit cohérent. Ici, River, il recheck sur l'apparition de l'As, donc clairement, j'ai toujours la meilleure main. Et je pense pas qu'il ait une main très très forte. Euh, il a soit le 9, soit la dame. Donc je vais bête, mais bon, pas la peine non plus de mettre une énorme mise. Bon, 10 déjà, c'est assez conséquent. Bon voilà, c'est peut-être un peu fort, sachant que sa main était pas très très forte. Donc on va continuer. Roi 5, on va évidemment pas défendre. Valet 10. Donc faut être aussi attentif à ce qui se passe à la table, hein. En bas à droite par exemple, il faut voir que Asko vient d'arriver à la table, il n'est pas KV max, certes, mais en fait il a posté la blinde, il a posté la blinde dès qu'il est arrivé. Donc c'est absolument pas par rapport à son jeu. J'ai Fsgeman qui limpe beaucoup, donc qui limpe. Je décide en fait ici d'isoler tout cet argent mort qui se trouve dans le pot. Je sais qu'Asco logiquement va fold assez souvent ici, puisqu'il n'a pas décidé de venir dans la main. Et je vais me retrouver avec FG-Man dans le pot. Bon là j'ai la surprise de voir Stuangar arriver derrière. Moi surprise, oui et non, on connaît quand même un peu son profil maintenant. Je me retrouve avec top pair et ici avec 17 dans le pot et le continuation bet que je vais faire. Je vais clairement rien fold contre aucun des deux joueurs. Tout simplement parce que la cote est trop grande. Là, j'ai 30 à payer dans 75. En plus, c'est super drawy et clairement, Stuangar peut avoir beaucoup de choses. Voilà, il a le 4. Et je prends le pot. Dame Valet, si Capone nous laisse open, c'est une très bonne main d'open sur la big blind d'Asco. On peut voir aussi dans les timings, là, comme Capone, là, parce que c'est une information quand même qui peut être importante. Euh, il met beaucoup de temps à jouer un peu toutes ses mains, y compris des mains assez faciles à jouer, puisque là, il a fold. Il n'y avait absolument rien. Euh, Malgré qu'il joue 22-17, ce qui est un standard au niveau des réguliers, des bons réguliers, il doit jouer pas mal de tables, à mon avis. Et c'est important de le noter, ça, les joueurs qui vont jouer une ou deux tables ou les joueurs qui vont jouer beaucoup de tables. Euh, Clairement, ceux qui jouent beaucoup de tables, on va beaucoup plus pouvoir les bluffer, même si on raconte pas une superbe histoire au niveau de notre bluff. Alors qu'un joueur qui joue correctement et qui joue pas énormément de tables, il va falloir être très attentif à la cohérence de nos bluffs. Car il va tout simplement avoir beaucoup plus de temps de se focaliser sur ce qui est en train de se passer à la table. Et donc il faudra pas trop faire d'erreurs. Tout ça, c'est à mettre évidemment dans vos notes et à regarder assez souvent. Donc A7 de pique, on open, on est collé par Jojo qui va voir beaucoup de flops. On prend deux paires. Ici, on a le choix entre faire un continuation bet
évidemment pour value, mais pour value BT quoi? Pour value BT, tous les tirages, toutes les mains qui auraient touché un 8, un 7 ou un As d'ailleurs. Ou alors, contre ce joueur de joueur qui n'est pas KV Max, on pourrait très bien checker pour avoir de la déception dans la main, c'est-à-dire ne pas lui montrer la force de notre main et le laisser s'engager avec des bluffs, avec des mains, pourquoi pas une main faite qui pourrait tout simplement penser avoir la meilleure main et qui voudrait protéger contre les draws. Et en plus de ça, ça nous dérange pas de perdre une street de value, sachant qu'il n'est pas KV max. S'il avait 100 blindes, c'est clairement un continuation bet tout le temps. Ne commencez pas à sous-jouer des jeux quand votre adversaire a 100 blindes. Sinon, vous allez vous retrouver river avec de gros jeux et des pots tout petits, ce qui est quand même assez embêtant. Euh, donc là, en fait, on aurait le choix, hein. Soit checker, soit faire un continuation bet euh, uniquement parce qu'en fait, il n'est pas KV max et qu'on pourra faire grossir le pot un peu plus tard. Donc voilà, je vais m'arrêter ici pour cette première vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'attends les retours de votre part sur le forum, sur le thread consacré à la vidéo. N'hésitez pas à poser des questions. N'hésitez pas à proposer des idées au niveau des vidéos. Les coachs sont là pour ça. On est là pour vous et répondre à vos attentes. Et je vais vous souhaiter bonne chance aux tables et à très bientôt.